quelques activités dans sa troisième édition de BISSO, dont le thème cette année est retenu fierté, honneur et dignité, c'est-à-dire fierté dans tout ce que nous entreprendrons, dignité dans le travail que nous faisons, mais aussi honneur d'être congolais, fier d'être congolais et fier d'appartenir à cette belle nation. Alors nous revenons sur le point pour dire que nous recevons ce soir Dende Essakanou, Alex, qui est bien connu sous le nom de Lexus Légal. C'est un artiste musicien d'obédience hip-hop faisant du rap. Alex, vous voulez qu'on vous appelle comment? Alex, Dende, Lexus, vous voulez qu'on vous appelle? Monsieur Dende. Monsieur Dende, bienvenue dans ce programme. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Un peu au rythme du pays, donc ça va à moitié. Au rythme du pays, pour ceux qui nous regardent à l'extérieur, comment va le pays d'après vous? Beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Un certain nombre de choses sont faites, mais il y a beaucoup de choses à faire. Donc on n'est même pas à mi-chemin. On ne peut pas dire que ça va. On peut tout simplement dire que il y a beaucoup de choses restent à faire. Dans tout le secteur? Dans tous les secteurs. Confondus. Aussi dans les secteurs de la musique? Bien sûr. Culturel, on va dire. Culturel en général, on va dire. De manière générale. Surtout dans ces secteurs-là. D'accord. Alors, du reste, vous êtes aussi panafricain. C'est dans ce sens que nous allons vous recevoir. Vous êtes artiste, vous êtes également panafricain, donc un Africain convaincu. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis quelqu'un foncièrement qui croit en l'Afrique, qui croit en l'Afrique, on va dire. Quelqu'un qui remet constamment en cause la conférence de Berlin de 1885, qui a partagé l'Afrique à coups de compas, je vais dire la conférence des Bismarck et ses amis. Je suis quelqu'un qui croit à l'unité africaine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avancer ensemble, sans pour autant refuser ou régner le passé que l'on a eu, c'est-à-dire l'accident de ces passés-là qui s'appelle la colonisation ainsi que la traite qui nous a mis un tout petit peu aussi par terre, ça, sans régner tout cela, mais on peut arriver à réfléchir et trouver des points communs et culturellement on peut y arriver à nous rasseoir encore ensemble et n'est pas forcément figer les idées sur les acquis des 1885 qui nous a mis dans l'état où nous sommes aujourd'hui. Mais voilà, je disais tout à l'heure qu'on vous reçoit en tant que panafricaniste et non en tant qu'artiste musicien. C'est vrai qu'on va épingler quelques points sur la culture, mais ce sera en fin d'émission. Mais d'abord, si nous parlons de panafricaniste, c'est-à-dire un Africain convaincu, on va parler avec vous de l'Afrique ce soir. On parlera de l'Afrique de manière générale, mais de manière particulière de la conférence qui a eu à Addis Abeba, dont vous avez fait partie. Vous êtes le Congolais, l'un des Congolais ou carrément le Congolais qui a fait partie de 150 personnes invitées à Addis Abeba pour célébrer le cinquantenaire de l'Union africaine, de l'UA, qui aujourd'hui est l'Union africaine. Qu'en était-il? Parmi les Congolais, on va dire, un tout petit peu au pluriel, parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de Congolais de la diaspora qui sont venus. On était peut-être 5 ou 6, parce que voilà, ça il faut quand même le reconnaître, mais c'est des gens qui n'habitent plus au Congo depuis un moment, mais pour moi ça reste des Congolais, mais avant tout ça reste des Africains, donc ils avaient un certain nombre de choses à dire. Et il y avait, voilà, les gens sont venus un tout petit peu de partout, on va dire des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie. On a invité les artistes en fonction d'un certain nombre de critères dont je ne sais pas te le définir ici, mais bon, c'est passé par un certain nombre de réseaux et aussi par les actus, aussi par ce que chacun fait dans son secteur et comment il arrive à défendre le point de la vie, le point d'Afrique dans son métier. Et j'ai fait partie de cela. Vous vous rappellerez que, par exemple, concernant un de mes spectacles qui a été le plus vendu, qui s'appelait Digne, fils d'Afrique, on a parcouru environ 24 pays en Afrique, donc du coup, on a eu le temps de se faire connaître, de faire connaître nos positions, tout en venant du Congo, de faire connaître nos positions et de plaider pour un peu plus d'intégration. On a eu le temps, donc à partir de là, le nom circulait déjà dans un certain nombre de réseaux. Et là, c'était 50 plus 1 de l'OUA, devenu en 2002 Union africaine. En 2005? Non, 2, parce qu'en fait, la charte a été signée en juillet 2000, je crois, après Sirte. En Libye, où on a déjà commencé à mettre le base, mais c'est Durban qui a vu cette charte être signée. Donc,
à partir de là, on a été repéré, on est dans le système et on a avancé. Et il en était question de quoi? Il en était question de l'Afrique culturelle. Il y a un programme qui a été mis en place qui s'appelle ARC. Et ces programmes qui veut dire African Creative, non, African Reimagining Creative Hub. Cela veut tout simplement dire réimaginer l'Afrique, c'est-à-dire rêver d'une autre Afrique dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'après 50 ans, l'Union africaine, je veux dire la Commission de l'Union africaine, parce qu'en fait il y a 3 organes qui composent l'Union africaine, il y a la Commission, il y a le Parlement et il y a le Conseil. La Commission, qui est présidée par Madame Zuma, a eu tout simplement l'idée de pouvoir regrouper voilà, le culturel africain pour réfléchir un tout petit peu sur ce qu'ils veulent de 50 prochaines années de l'Afrique qui viennent. C'est-à-dire qu'il y a quand même un état des lieux, donc qui n'est pas très fameux, ça il faut se le dire, en ce qui nous concerne nous les Africains. Je veux dire, l'Union africaine ou tout simplement l'OIA, les 50 dernières années qui sont passées, c'était pas fameuse en ce qui nous concerne nous, de la lecture que l'on porte. Donc on a fait un état des lieux, mais surtout on s'est projeté sur les 50 prochaines années de l'Afrique, c'est-à-dire jusqu'en 2063. Ils vont faire un stop en 2063, ils vont réinviter les jeunes, voilà. Puisque vous parlez des jeunes, on entend moins en moins parler de jeunes dans cette organisation. C'est une organisation qui fait de moins en moins attention aux jeunes. Alors, on peut dire comme ça, c'est une grande première. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour qu'on associe les jeunes dans cette initiative? Je crois que c'est pas forcément que des jeunes, je crois que c'est les jeunes qui n'attendent pas parler de l'Union africaine. En fait, en réalité, je veux dire, les Africains n'attendent pas parler de l'Union africaine. C'est-à-dire que aujourd'hui, bien sûr que l'Europe a fait son parcours, mais il y a eu quand même les élections européennes aujourd'hui organisées presque à la base, parce que maintenant c'est le peuple qui va voter les élus qui vont partir. Mais concernant l'Union africaine, je ne sais pas. C'est peut-être aussi par rapport à ses buts déjà, parce qu'au départ c'est la promotion de la démocratie. Je veux dire, c'est le développement de l'Afrique à travers comment on dit, le NEPAD, le nouveau partenariat. Mais tout ça, les investissements qui allaient avec, mais tout ça, on se demande, nous, quand j'habite à Kinshasa ou quand je suis, j'en sais rien, moi, je suis en Angola ou je suis au Cameroun, je veux dire, l'Union africaine, concrètement, pour moi, c'est quoi? J'en vois pas. On parle jusque-là, on n'a pas parlé de les États qui se sont engagés à faire cet outil en mai, le 25 mai, je veux dire, en mai en 63, ils n'ont pas forcément dit dans leur charte que ben voilà, on va intégrer l'Afrique, on va faire en sorte que de pouvoir, on va, qu'est-ce qu'on dit, on va sacrifier une part de la souveraineté de chaque pays pour pouvoir faire un ensemble. Je ne crois pas que tout ça a été dit. Je crois que au départ, l'idée était, écoute, on est là, il faut bouter quand même le colon à l'extérieur de nos frontières. Donc je crois que le Nkrumah et les autres, l'idée était vraiment de faire un bloc pour montrer que voilà, il y a une Afrique qui est consciente que c'est pas normal de vivre dans les années 60 comme ils vivaient, c'était pas normal, il fallait l'indépendance. Mais n'oublions pas qu'il y avait un certain nombre de pays qui étaient encore colonisés, même qu'on avait fait, on avait signé, on avait mis en place l'OUA. Et dans ça, je crois que ça n'a pas permis à cette organisation éminemment politique descendre au niveau du peuple, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien. On n'attend pas l'OUA ou, je vais dire, à l'époque où l'Union africaine sur des grandes questions. Par contre, on a des belles photos, des photos d'ensemble. Voilà, ils étaient réunis dans tel pays. Voilà, ils sont à Addis Abeba. Voilà, voilà. Mais concrètement, qu'est-ce qui sort de là? On n'attend pas grand-chose. On ne sait pas. Il n'y a pas l'impact sur notre vie de savoir que, ben, tiens, on fait partie de l'Union africaine. Le projet NEPAD que je disais tout à l'heure, qui était cher à M. Ouad, par exemple, parce qu'il était un activiste par rapport à ces projets, pour nous, c'est un mort-né, c'est-à-dire que, ben voilà, le nouveau partenariat pour le développement en Afrique, voilà, on a mis des grands projets là-dedans, des projets qui devaient être transversaux, c'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple bête comme INGA 3, par exemple, on pouvait en parler, mais tiens, grâce à NEPAD, on va pouvoir financer INGA 3, on va avancer. Ça n'a jamais avancé. Je ne vois aucun projet réellement que NEPAD a pu mettre en Afrique qui pouvait relier le peuple et montrer concrètement que voici l'argent que nous apportons ou la caution politique par rapport à ces genres de projets. Donc, c'est pas que le jeune, mais l'Union africaine n'a pas l'impact sur nos vies. Et nous, tout simplement, c'est là que l'on est parti dire. On est parti dire, mais en fait, on ne comprend pas l'Union africaine. On
on ne sait pas à quoi cela nous sert. On a des organisations sous-régionaux qui servent, la SADC, CEDEAO. Je voulais quand même qu'on revienne d'abord, vous avez évoqué cette histoire de la colonisation, que l'Afrique ne voulait plus vivre aux années 60 cette forme de vie, etc. Il fallait absolument bouter hors du territoire tous les colonisateurs, etc. Mais maintenant, 50 ans plus tard, il y a une autre forme de colonisation qui s'opère au sein de l'Afrique. C'est-à-dire, quand on voit, puisque vous étiez à Addis Abeba, on parle d'abord des accords cadres d'Addis Abeba qui ont été voté en Addis Abeba, dont l'applicabilité est en train d'être effectuée par les Occidentaux de la sous-région, l'Union africaine dans tout ça, et dans le silence total. Tout ce qui se passe en Afrique, les décisions se prennent ailleurs, et tout ce qui doit se passer en Afrique, les initiatives se prennent ailleurs. Donc c'est au fait une autre forme de colonisation, on peut dire comme ça. Ouais, de toutes les façons, depuis... Est-ce qu'on en a abordé lors de cette session? Croyez-nous, on a abordé tellement des thèmes, mais à chaque fois, on se faisait recadrer pour dire, OK, projetons-nous, projetons-nous, projetons-nous. Il y a tellement des choses à dire par rapport au manquement de l'Union africaine. Oui, vous avez parlé tout à l'heure des accords cadres d'Addis Abeba, mais c'était au départ, on a parlé des accords sous-régionaux, la SADC est intervenue, ceci est intervenu, mais aussi... Rien que ça peut aussi être un tout petit peu ironique. Si beaucoup d'initiatives de règlement de conflits, parce que ça fait partie des buts de l'Union africaine, viennent plutôt de l'extérieur ou ont beaucoup plus de poids de l'extérieur, mais ça s'appelle aussi les rapports de force, hein, tout simplement, et aussi les acteurs qui sont impliqués dans ces conflits ne sont pas forcément que des acteurs africains. Certes, on a des pays, on a des États que l'on cite, surtout dans des conflits congolais, on ne va pas se cacher, on connaît. Mais derrière tout ça, si vous remarquez, ces États ne fabriquent pas des armes. Et ces États, souvent, n'arrivent même pas à boucler leur propre budget, si ce n'est des aides extérieures. C'est l'extérieur qui arrive à faire boucler les budgets de ces États. D'où viennent ces armes et sur quelle ligne budgétaire ils vont acheter les armes alors qu'ils demandent l'argent pour boucler un budget. Donc à partir de là, on sait qu'en fait, il y a la main des Occidentaux. Aujourd'hui, il n'y a pas à se cacher. On voit un nouvel acteur voilà, il faut parler de la Chine aussi, de son implication, de ceci. Mais on sait très bien que ces gens pèsent énormément sur la politique en général en Afrique. Vous voyez? C'est-à-dire que là, on est en... Alors, ça ne devait pas être le cas avec la présence de l'Union africaine? Malheureusement, dans un monde totalement intégré, je comprends très bien ce que vous êtes en train de dire. Mais sinon l'Union africaine devrait aussi s'ingérer dans les affaires occidentales. Normalement. En principe, mais c'est là que je t'ai parlé. Ça, c'est la réelle politique. Ça, c'est tout simplement le rapport de force. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que même si on parle des choses qui se passent ailleurs, on est en train de voir, aujourd'hui la Crimée s'est fait annexer. Les gens parlent de l'annexion, la Russie dit que la Crimée a toujours fait partie de la Russie, de l'URSS à l'époque et autre chose. Donc, mais c'est toujours intéressant, pourquoi on n'a pas le point de vue, par exemple, de l'Union africaine, qui serait médiatisé, que l'on comprenne exactement qu'est-ce que nos décideurs... Je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, des belles photos que l'on a. Qu'est-ce que l'Union africaine dit par rapport à telle ou telle chose? J'ai posé cette question à une commissaire de l'Union africaine qui a répondu, qui a reconnu en fait qu'ils prennent, par exemple, beaucoup de décisions, mais ils n'ont pas le moyen de le faire appliquer. Ou tout simplement le moyen financier ou le moyen politique, alors qu'en réalité... Ce sont des décisions qui sont prises aussi en consensus, parce qu'en fait, tu n'imposes pas un État. Souvent, ils s'assoient, ils discutent, et ça vient, mais ils ont un problème d'applicabilité des décisions. Mais ça, nous, on a dit, parce que chacun est parti sur des réformes, rien que pour finir sur le côté extérieur de la chose, comme vous avez dit, voilà, donner son mot d'ordre, ou tout simplement aller aussi s'ingérer dans les élections des autres et aller donner son point de vue en disant que, ben voilà, nous, en tant qu'Union africaine, on pense que ces élections se sont très bien passées ou non. Ça fait rigoler parce que tout simplement derrière on n'a pas la puissance nécessaire, que ce soit la puissance économique ou tout simplement la puissance militaire de pouvoir s'ingérer de la sorte. Les autres, comme le disait dans une chanson un de mes préférés, Tiken Jah Fakoly, quand on a partagé le monde, en fait on s'est attribué des rôles. Quand vous regardez quand on dit Conseil de sécurité, le pays qui compose, pour la plupart, sont des pays détenteurs de l'arme nucléaire. Mais on sait très bien en même temps que ces pays se sont évertués à mettre en place les TNP, les traités de non-prolifération nucléaire, tout simplement, pour que d'autres pays n'accèdent pas à cela. Mais aujourd'hui, comme ça ne reste qu'une arme dissuasive, comme on dit, parce que personne n'a envie de l'utiliser, le seul pays qui l'a utilisé jusqu'à là, c'est les États-Unis, les super puissances mondiales aussi à cause de cela.
On ne veut pas que d'autres pays puissent y accéder à cela, parce que du coup, ça va être, j'en ai aussi, donc si tu ne me donnes pas ça, ça va être la guerre. L'Iran, il est au pilori aussi à cause de ça, hormis les histoires des terroristes, mais il y a aussi cette histoire-là à l'intérieur. Voilà. Mais l'Union africaine devrait, effectivement, on devrait de plus en plus attendre, mais ça, nous ne l'aurons pas, ça reste un jeu d'intérêts et des rapports de force très très compliqués. Mais nous, si on revient dans l'Union africaine dont nous, on s'est projeté tout à l'heure, je pourrais vous toucher un mot. Ben voilà. Si on reste toujours dans la conférence dont vous avez fait partie à Addis Abeba, on a dit tout à l'heure, dans tout ce que vous avez abordé, il y a eu plusieurs questions que vous avez abordées. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les résolutions qui sont sorties de là? Pour l'instant, on ne parle pas de résolution parce qu'en fait, chacun allait présenter un certain nombre de propositions. On a même travaillé en groupe, parce qu'à un moment donné... Quelles ont été alors les propositions, voilà. ces propositions? Voilà, pour un certain nombre, parce que de toute façon, chacun, même personnellement, j'ai eu mon temps de parole, donc j'ai parlé après des débats... Vous avez quand même proposé une ou deux? Ouais, moi, de toutes les façons, je suis totalement... J'ai dit, je pourrais toujours rendre mes propositions publiques. J'ai parlé, par exemple, de la réforme de l'Union africaine, tout simplement, parce qu'on veut une Union africaine qui soit culturelle, le fait qu'on a l'impression qu'en fait, l'Union africaine politique, on ne comprend absolument rien de ce que nos décideurs font. On ne comprend pas. Voilà, ça ne va pas dans le sens que nous... C'est-à-dire que ça puisse davantage se vulgariser? Que ça puisse être davantage une Union africaine de peuple. C'est-à-dire le peuple doit... C'est dans la vulgarisation de toutes les décisions, de toutes les initiatives prises. Oui. Pour l'instant, si on ne rentre que dans la vulgarisation, tant que les décisions sont d'ordre, je veux dire, sont d'ordre politique, politicienne, on s'en sort pas. Là, si on revient dans quelque chose, pas terre à terre, mais d'éminemment grave qui s'est passé entre Kinshasa et Brazzaville il y a quelques semaines, on pourra toujours en discuter. Vous voyez, c'était des décisions politiques, politiciennes. Le peuple pouvait ou être au courant, mais tant qu'un État décide, il avance dans sa logique, et ça c'est extrêmement grave, d'accord? Mais quand on dit Union africaine culturelle, c'est arriver à en faire en sorte de trouver le socle commun pour que l'on puisse vivre ensemble, arriver à montrer à l'Africain, autre, qu'en fait, au-delà du clivage de frontières qui nous ont été imposées, en réalité, on peut constituer un peuple, on peut avoir des points de vue, on peut en réalité faire ce qu'on appelle aujourd'hui coopération sud-sud. C'est-à-dire constituer un État Schengen? Non. En quelque sorte. Ça dépend beaucoup de politique, parce que ça, la circulation de peuple, la liberté des circulations dépend de beaucoup de politique. Mais d'abord que le peuple prenne conscience que quand je suis à Brazzaville, que je suis à Luanda, que je suis ici et que je suis un Africain, il faut d'abord qu'il me considère comme un frère. Il faut d'abord que cette personne sache qu'en fait, il y a des valeurs qui sont au-delà des nations, il y a des valeurs qui sont transversales. On a une culture qui d'une certaine manière, est commune. Bien sûr qu'il y a des cultures en Afrique, mais on est interconnectés. C'est-à-dire, il y a moyen que l'on puisse parler ensemble, il y a moyen que l'autre puisse m'aider sans me dire que toi, tu parles français, moi, je parle portugais, alors que nous tous, on parle la langue du colon. En général, il y a moyen que l'on trouve d'autres formes quand j'ai dit expression, on doit... Des communications? Des communications, je crois que c'est ça le mot, tout en se disant que, avant tout, qui viennent du Congo, qui viennent de ceci, on était peut-être dans le même empire avant, il y avait Lunda, il y avait machin, on commerçait déjà entre nous, il y a moyen de trouver d'autres équilibres, d'autres façons de faire qui ne soient pas des façons codifiées déjà d'avance par l'Occident, qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui sont à Kaemba, qui sont frontaliers de l'Angola, là, ces gens-là, à un moment, on le sort du territoire, alors que ces gens ont la même langue, même racine, avec les gens qui sont à quelques mètres de cette frontière-là. Mais l'État va dire non, la frontière est là, cela veut dire que vous devez sortir de notre pays, parce qu'à ce moment, on ne parle plus de notre région, on va parler de notre pays, alors que la même personne a des frères de l'autre côté, a des sœurs de l'autre côté, mais ils ne se comprennent plus. Aussi. Et des enfants. Donc, on doit arriver à trouver cela. Bien sûr que dans ces cas de figure, les organisations sous-régionales sont très importantes parce que tout simplement, c'est des blocs d'ensemble qui peuvent encore partager un certain nombre de choses, mais il faut qu'on en arrive à cela. Et l'Union africaine que nous on appelle culturelle, cette Union africaine, peut être mise en place. Tout simplement, bien sûr, il y a la volonté politique, mais de toutes les façons, c'est la meilleure façon de pouvoir faire. Et on a donné des outils, parce qu'à un moment donné, on a dit, mais comment on va commencer par quoi? Moi, j'ai dit quelque chose d'aussi simple. J'ai dit, mais déjà, allons-y par exemple dans le média, parce que vous avez parlé de la vulgarisation. Qu'est-ce qui manque à l'Union africaine de pouvoir faire une chaîne réellement africaine? Aujourd'hui, on a des chaînes comme Euronews, que tu le veuilles ou pas, c'est une chaîne d'information européenne, c'est-à-dire censée vulgariser les décisions prises pour les Européens.
Et vous voyez, on a même cette chaîne en libre. Qu'est-ce qui empêche l'Union africaine d'aller dans une direction de cet ordre-là? Parce qu'il y a des outils aujourd'hui par rapport à ça. Créer une chaîne de cet ordre où l'on discuterait des sujets d'ensemble, où l'on discuterait, où les programmes seront calqués sur un modèle qui est totalement culturel, parce qu'on va éviter, par exemple, pour un premier temps, de passer des politiques de chaque pays pour s'exprimer là-dedans, parce que ça peut créer des frictions, parce que voilà, ça peut être difficile. Mais est-ce qu'on peut pas arriver avec travailler avec des directeurs de programmes qui ont un esprit très abouti d'Afrique et mettre des programmes africains culturels qui peuvent faire en sorte que les gens se reconnaissent qu'au Burkina Faso on fait cela, mais tiens au Congo aussi on fait cela, ah ben je savais pas, arriver à faire une télévision, une radio de cet ordre-là. Après, je suis allé très loin dans mon raisonnement. Je suis allé même dans ce qu'on appelle les financements innovants. Les gens, ils ont dit, mais tiens, tu sais, mais ça dépend des politiques, tout ça. Donc, si vous leur parlez de l'Union africaine, qui soit culturelle, pas exil de politique, mais qui diminue l'impact des politiques, parce qu'en réalité, on ne comprend pas ce qu'ils font, ils vont bien sûr dire, mais vous savez, c'est nous qui finançons, c'est nous, les États-nations, qui finançons cette organisation. Donc, si elle va contre notre volonté, eh bien, et là, j'ai commencé à parler. Aller contre, d'ailleurs, plus que volonté, contre leurs intérêts, si on peut le dire comme ça, parce que ce sont les intérêts déjà qui priment. Mais en même temps, si on parle de l'Union africaine, comme moi je l'ai dit, on devrait d'abord parler de peuple. On va dire que les intérêts des politiques dans l'Union africaine, c'est quel genre d'intérêt? C'est à l'intérieur. Parce qu'en fait, un politicien peut facilement... Après, on peut toujours trouver des intérêts. Non, mais je trouve que réfléchir comme ça, c'est un peu bas. Parce que je peux comprendre un politicien qui réfléchit sur ses intérêts, disons, les intérêts de mon peuple ou mon intérêt d'être réélu dans ma sphère. Mais là, on parle de l'Afrique, on parle de l'ensemble, de ce qu'on a en commun. Donc, aller prévaloir son intérêt personnel, ça serait déjà un tout petit peu lourd. Parce que d'autant plus qu'on n'a pas encore un système des votes qui passe par le pays, où je veux dire, nous, le peuple, on ne le vote pas encore pour qu'ils aillent réellement parler de nous. Donc, à partir de là, j'ai donné des idées concernant, par exemple, les financements. J'ai dit, bah, écoute, tout dépend. Après, je sais que ça va être compliqué de faire bouger l'OMC. Je ne peux pas vous parler des taxes Tobin parce qu'on connaît très bien comment les pays ont réagi, sachant qu'on va prendre l'argent sur leurs capitaux. Même si on prenait 0,0001%, ils trouvent que c'est toujours beaucoup. Ils ne supportent pas cela. Mais par contre, on est en Afrique. On est en Afrique et on sait en fait que nous, les industries de transformation n'existent toujours presque pas encore parce que, ok, l'Occident a besoin de matières, a besoin de nos matières premières pour faire fonctionner ou pour donner des emplois à son opinion, à son propre peuple. Et nous, malheureusement, on n'est pas encore dans ça. Mais par contre, on peut, dans la moindre mesure, trouver comment, avant la sortie des non-minerais, je veux dire au niveau africain, arriver à avoir des accords qui font que, ben voilà, il y aurait des taxes. Bien sûr, les pays auront toujours des prérogatives dédiées les accords bilatéraux ou multilatéraux ou dans l'OMC, mais trouver comment prélever de l'argent pour l'Union africaine qui soit au-dessus de la volonté d'un État en rapport direct. avec ça, il y a des structures comme le Comisa qui est déjà là pour ça, donc c'est déjà une avancée. Non, mais si on peut le dire. Est-ce qu'on peut pour moi, ça reste encore un tout petit peu sous-régional. Je rentre même pas dans le Comisa. Ce que j'étais en train de te dire, c'était de réfléchir sur des financements innovants. On prend aujourd'hui tout ce qui est Internet. Il y a ce qu'on appelle le e-money, l'argent électronique, les bitcoins et autres choses. Mais aujourd'hui, bientôt, parce que j'ai parlé avec le commissaire en charge de cette situation, bientôt on va avoir le point Africa qui va exister. Il m'a dit que ça a été extrêmement dur, ça coûte énormément pour avoir le point Africa. Et aujourd'hui, les Sud-Africains sont d'accord de mettre l'argent nécessaire qu'il fallait pour que l'Afrique, aujourd'hui, comme quand tu mets .com ou .org, si on t'explique techniquement ce qui arrive dès le moment où tu as cette espèce de nom de domaine, mais que je ne maîtrise pas très bien, donc je me suis fait expliquer, si on t'explique les opérations qui se font dans .com ou dans .org et l'argent que ça génère, c'est tout simplement énorme. Certes qu'on a le point CD, on a le point, chaque pays a son propre point maintenant, mais en réalité, il faut qu'on aille vers le point Africa. Parce que quand on va aller vers le point Africa, ben maintenant, beaucoup de choses pourront être faites. Mais si on va dans ça, ce qui serait très intéressant, c'est d'imaginer une monnaie électronique africaine, estampillée Union africaine, qui pourra permettre les transactions à l'intérieur de l'Afrique et on peut contrôler et on peut réellement
sortir beaucoup d'argent et ça peut faire financer un certain nombre d'initiatives africaines sans pour autant passer par le pays. Mais beaucoup diront que c'est du copier-coller. Pourquoi ne pas faire sa propre invention? La monnaie unique, créer un espace de libre circulation sans visa, mettre en place tout ce que vous venez d'y dire. Beaucoup diront que déjà que l'UA est passé de l'OUA à l'UA. Beaucoup disent que non, c'est parce qu'il y a eu UE et finalement l'OUA est passé de l'OUA à l'UA. C'est du copier-coller, donc il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas d'invention au niveau africain. Vous ne pensez pas, en quelques mots, parce qu'on doit aborder ce sujet. Oui. Ou à innover. Mais je serais heureux que ce soit du copier-coller. Si c'était du copier-coller, bah alors où en est l'UA aujourd'hui? Pourquoi elle n'est toujours pas l'UA de peuple? Pourquoi on ne vote toujours pas? Non, en fait, les gens, la critique est souvent très simple. Moi, j'ai beaucoup de choses que je reproche à cette organisation. Et j'ai eu la chance de leur dire face. Mais si les gens ne voient des choses qu'aussi simplement, ouais, c'est du copier-coller. Mais si c'est du copier-coller, pourquoi on ne prend pas le contenu? Pourquoi ce serait que du copier en termes de sigles ou des ceci, là? Pourquoi on ne prend pas le contenu et que ça pousse? Non, il y a des choses qui sont réellement faites, mais malheureusement, l'impact de ces choses à notre niveau, on ne le retrouve pas. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Aujourd'hui, on parle des LUIA, on parle, ils sont ici, je veux dire, à Bangui, je veux dire, Centrafrique par rapport au conflit. Mais on sait très bien que bientôt ça va muter, ça va muer en casque bleu. Et on sait très bien comment ça marche, en fait, quand on parle de casque bleu. Quand on parle de casque bleu, on parle de la MONUSCO, par exemple, ici, ou là-bas, je ne sais pas quel sigle ils vont réellement donner. Ce qui va se passer et que derrière ça, c'est que les gens ne savent pas. La MISCA, à Bangui, c'est la MISCA. Voilà, la MISCA. C'est que les gens ne savent pas et que où le grand public ne savent pas souvent et ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, on nous dit par exemple la MONUSCO, c'est des milliards en fonctionnement, 1 milliard en fonctionnement annuel en RDC. Combien de sociétés congolaises, de droit congolais, ont un marché à l'intérieur dans cette histoire-là? Après, on peut te dire que c'est telle société qui donne ça, c'est telle société qui ramène tel service, c'est telle société qui octroie, voilà, qui s'occupe des véhicules, c'est telle. Mais tout ça, c'est extra-congolais, d'accord? Et ça va se passer aussi la même chose de l'autre côté. Et j'ai discuté de ça à l'UA. Mais au-delà de ça, effectivement, tu as raison. Mais malheureusement, on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. L'innovation est très compliquée, en fait, vraiment en ces termes, où on a les États-nations qui sont figés. Je t'ai dit, depuis 1885, ça va toujours dans ces sens. On vient de voir un État qui vient d'être carrément balkanisé, Soudan et autres. C'est-à-dire que où on a des États-nations qui veulent être fortes et qui protègent leur population, qui veulent le bien de leur population, mais en réalité, il y a très peu qui ont réussi au niveau africain. On a beaucoup du mal à pouvoir innover dans l'ensemble en tête. Ce qu'on est en train d'essayer de faire, ce sont les organisations sous-régionales où on s'est dit, bon voilà, là on a vu qu'avec la CEDEAO, aujourd'hui, entre Burkina et par exemple la Côte d'Ivoire, tu n'as pas de visa, tu avances, et il y a des choses, il y a des routes qui sont aujourd'hui transnationales, qui passent d'un pays à l'autre et tout. Il y a des petites choses qui sont en train d'être faites, mais on ne peut pas le prendre plus. Mais cette libre circulation, c'est limite au niveau des villes frontalières. On va aborder ce sujet carrément. Il y a la libre circulation, certes, mais ça se limite au niveau de villes frontalières. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Si vous êtes à Kinshasa, vous passez facilement par Brazzaville, et encore que maintenant c'est compliqué. On va en parler tout à l'heure. Vous passez facilement par Brazzaville sans un visa, mais si vous voulez atteindre Pointe-Noire, vous avez absolument besoin d'un visa, de même que celui qui est à Lubumbashi pour aller en Zambie, la ville frontalière de Lubumbashi, du Katanga, il va sans visa, mais s'il veut avancer plus loin, il a besoin d'un visa, ou celui qui quitte Kinshasa pour aller en Zambie a besoin d'un visa, mais celui qui est au Katanga n'a pas besoin d'un visa, et vice-versa. Donc c'est une situation qui commence déjà, mais qui n'est pas, comment je peux dire ça, elle n'est pas totale. Elle n'est pas totale. D'accord. Elle n'est pas institutionnalisée au point de dire que, ben voilà. En fait, en réalité, ce qui se passe, comme je te disais, les gens sont figés dans leurs frontières tracées par Berlin. Depuis, je t'ai parlé de 1885 tout à l'heure. Et en fait, tu as ce qu'on appelle les outils de gestion moderne d'un pays, qui fait que, ben voilà, j'ai mes kilomètres carrés à préserver, j'ai mon armée et j'ai mon peuple. Et d'ailleurs, les recensements et autres, en ce qui concerne aussi les naissances, le contrôle des naissances, où tout ça servent tout simplement à maîtriser la démographie de son peuple. Parce qu'après, on fait des politiques
par rapport à cela. Que ce soit sur la santé, on fait ce qu'on appelle la planification par rapport à cela, par rapport au nombre de personnes. Maintenant, la personne autre, on considère que c'est l'étranger. D'accord? On considère que c'est l'étranger. Mais ces flux, malheureusement, en ce qui concerne les villes qui sont totalement frontalières, à un moment donné, tu sais, les mamans qui peuvent aller cultiver d'un côté à l'autre, on ne maîtrise même pas qu'ils sont d'un autre pays à l'autre jusqu'à ce qu'il y ait un vrai conflit et que les politiciens interviennent en disant non, mais vous, votre parti, c'est là. Parce qu'en fait, depuis des générations, ça s'est toujours fait comme ça. Alors, on a consacré la libre circulation surtout des biens et services, mais pas des personnes. Pas forcément encore de personnes. Mais malgré ça, tu as toujours, dans cette libre circulation, c'est pas aussi fortuit parce que tu as toujours la douane qui, elle, en fait, a deux rôles, aussi de protéger le marché intérieur, d'accord, et en fait, protéger le marché intérieur et réguler, percevoir le taxe, maximiser le recette de l'État. Donc, on est toujours dans ça. Aujourd'hui, on parle des lois d'âme, mais je ne veux pas m'égarer, on pourra toujours un jour en discuter un jour, mais dans tout ça, ces flux qui sont au niveau de frontières, on ne stoppe pas ça de cette manière-là, parce que si souvent, il y a des sentiments, il y a tel et tel et tel et tel. Mais quand tu viens de loin, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de capitale et que tu as montré l'aberration qu'on a de Kinshasa, Brazzaville et de Brazzaville, Pointe-Noire, alors que moi, je suis totalement convaincu que quelqu'un qui, pour des raisons X et Y de Brazza, qui arrive à Kinshasa, il peut aller au Bas-Congo, incognito, il n'y a aucun problème, il y a machin. Bon, bref, c'est pour dire que ça, pour des États modernes, ils veulent le régler bilatéralement. Ce sont nos dirigeants, les gens que nous, on est en train d'élire. Ces gens-là, à un moment donné, doivent un tout petit peu avancer et voir des choses, des vrais faits des sociétés où c'est à eux de pouvoir gérer ces genres de choses d'une certaine manière. On va dire, au niveau bilatéral, il faut qu'il y ait des accords entre Kino et Brazzavillois. D'après même ce que j'ai appris un jour, mais je ne sais même pas si c'est vrai, on dit non, ces accords, c'est plutôt les accords entre villes, entre provinces. C'est-à-dire la province, nous c'est Kinshasa, de l'autre côté de Brazzaville, on a dit laissez passer. Mais ce n'était pas forcément entre États. Bon, maintenant, avec ce qu'on a vécu, je crois que maintenant, ce sont carrément les États, les gouvernements qui sont en train de gérer cela. J'ai dit, ça reste à vérifier, parce que je n'ai pas vérifié, parce que je me suis pris de colère dernièrement quand j'étais arrivé à Casablanca. Et bizarrement, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient sortir de l'aéroport, ils allaient se faire loger dans d'autres hôtels. Et nous, en transit, et comme on devait rester plus de 14 heures ou 15 heures du temps, j'ai dit, moi, c'est clair, il me faut une chambre. Ça, il n'y a rien à discuter. Et on en avait droit. Et à un moment donné, on se pointe là-bas, ils disent, mais écoute, vous, ils regardent nos passeports, vous êtes Congolais, vous êtes de Kinshasa, malheureusement, vous ne pouvez pas sortir de l'aéroport, vous devez dormir ici à l'hôtel. Cela veut dire qu'on doit vous donner des chambres. Mais malheureusement, toutes les chambres sont prises, donc vous devez patienter là. Moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas là-bas. Moi, il me faut une chambre. Ça, c'est clair. Vous vous démerdez, mais il me faut. Mais après, ils ont commencé à me dire que tout est dans les accords aussi. Bilatéral avec le pays. Votre pays n'a pas un accord avec nous qui peut faire en sorte que vous sortez de l'aéroport ou ceci, cela. Mais j'ai compris, après ils m'ont raconté tout un tas de choses que, voilà, à un moment je tombais des nues et que je comprenais en fait en réalité qu'il y a un énorme problème. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. En parlant des accords, il y a les accords qui sont faits aussi avec certains pays et qui ne sont pas respectés. On prend le cas de Brazzaville. C'est vrai que la situation est toute... Et on est en train de mettre on a mis des commissions en place pour que la situation se décante. Mais c'est que nous avons vécu pour Brazzaville, les expulsions de Brazzaville. C'est curieux que ça n'a pas interpellé l'Union africaine parce que les expulsions massives sont quand même interdites dans la charte de l'Union africaine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Union africaine n'a pas réagi? Elle est restée sous silence. Voilà, ça c'est aussi quelque chose, mais en fait, à un moment donné, je me dis, parce que je leur ai posé le problème. J'étais à Addis Abeba, genre pendant 8 ou 9 jours, et en fait, tout s'est passé. Donc j'ai laissé déjà Kinshasa en ébullition par rapport à cette situation. J'avais déjà pris fait et cause, j'avais donné ma position, je suis même passé dans ce journal pour pouvoir le dire, ici chez vous à Biwan. Et quand je suis arrivé à l'Union africaine, j'ai posé ce problème-là. J'ai dit, mais bon, voilà des sujets, des frictions qu'on estime qu'à un moment... Mais en fait, on tentait de m'expliquer que c'est... parce que je leur ai mis en face, j'ai dit, écoute, votre charte, article 12, alinéa 5, dit que l'interdiction, l'expulsion des masses, l'expulsion massive des individus est totalement interdit. Et vous avez même défini qu'est-ce que c'est l'expulsion massive des gens. Mais c'est aussi les groupes ethniques, le groupe nationaux. Et dans ces cas, avec Brazzaville, on en est dans ça. Et à un moment donné, ils ont voulu me rappeler l'alinéa 4 du même article 12, qui dit, ce sont les étrangers légalement admis
dans un pays. Donc, on m'a fait comprendre la subtilité de la chose. Mais s'ils ne les dédouanaient pas de la situation où on était, ces expulsions massives qui étaient où j'ai cru comprendre, où je comprends qu'en tant que pays, parce que moi, en tant qu'Africain, des fois, j'ai du mal à voir ça, j'ai du mal à concevoir qu'on est deux pays totalement différents, mais bon, en fait, cette situation nous a un tout petit peu ramené dans la réalité. En tant que pays, ils ont le droit de sortir qu'ils veulent de leur territoire. Mais, comme on dit, massif est interdit par la charte, mais aussi sortir les gens, c'est avec leur dignité. Dès le moment où on est dans des cas de viols, de meurtres, des pillages, des insultes, des ceci, on met le feu aux poudres. Et on sort les gens dans ces conditions, mais c'est totalement condamnable. Et dans ces cas, on ne peut pas comprendre que l'Union africaine n'ait pas parlé. Mais à un moment, on s'est dit, ce sont des capitales qui sont très proches, ce sont des pays qui sont très proches, leurs autorités, les autorités nationaux ou nationales qui ont d'abord les autorités nationales qui ont d'abord la mission de pouvoir protéger leurs propres citoyens devraient agir conséquemment par rapport à cette situation. Donc, j'étais un tout petit peu confus entre qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment? Est-ce que vous allez faire encore des communiqués énergiques pour ceci? Et ils m'ont montré ce que je venais de te dire, la subtilité de la question entre l'article 12 alinéa 4 mais dans cette et histoire, oui, c'est vrai, on va passer à un autre point, mais dans cette histoire de Brazzaville et Kinshasa, des expulsions de Brazzaville, il y a à boire et à manger, parce que il y a beaucoup de ceux qui ont été expulsés, ils étaient en règle. Il y a eu des gens qui étaient en règle, mais qui se sont vus expulsés parce que c'était un mouvement, il fallait que tout le monde parte, la population s'y est mêlée et les autorités n'ont pas pu avoir le contrôle là-dessus. Mais bon, on va quand même passer à un autre point parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Juste un petit mot, c'est moi je ne veux pas parler comme un politicien, voilà, avec la langue de bois. Moi j'ai condamné énergiquement parce que d'un autre côté, après, je peux dire, hein, à un moment donné, l'argument qui a été brandi au départ, c'était un argument sécuritaire. Mais après, quand tu vois des mamans avec des enfants ou les enfants sortis de leur classe, la sécurité dans tout ça, je me pose la question quand est-ce qu'ils étaient des Koulounas. Je peux comprendre qu'on ait arrêté des Koulounas, qu'on ait jugé, qu'un juge de la place, comme dans tout État moderne, comme on nous fait croire, ait acté et prononcé après jugement et dit, ben voilà, ces gens doivent quitter le territoire parce qu'en fait, tu quittes les territoires sous un jugement. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent savoir. Mais j'ai dit, ils sont dans leur rôle. Mais à partir de là, l'argument sécuritaire est tombé totalement dénu. Et j'ai cru comprendre que, ben non, nous, on a expulsé 3000 personnes, il n'y a eu que 2 morts. Il y en a un, parce que ça, c'est ce que j'ai lu dans les journaux, les paroles du ministre de l'Intérieur, de l'autre côté, qui disait, ben voilà, il y a eu 2 morts, il y en a un par problème cardiaque, je crois, et l'autre par problème diabétique ou voilà, mais vraiment ça frisait quand même l'insulte des gens aussi, tu vois. Moi, c'était pire parce que j'ai une maison juste à côté du stade Cardinal Maloula où on hébergeait les gens, donc j'habite juste à côté de ces stades-là. Donc moi, j'ai vu des gens, c'est incroyable de voir les responsables jusqu'à ces niveaux dire qu'on a sorti que 3000 et les autres, c'était un effet d'entraînement. Après, oui, il y a eu des gens qui ont été en ordre, qui se sont sentis insécurisés. Parce que moi, personnellement, j'ai des amis qui travaillaient, qui étaient en ordre, mais le climat même au niveau du travail était délétère. Ils se sont sentis insécurisés, ils ont dit, je préfère tout laisser, je m'en vais. Mais là, il y a des gens qui ont laissé des maisons, il y a des gens qui ont laissé de famille, il y a des gens qui ont laissé des biens qu'ils ont achetés, qui n'ont pas pu traverser. On nous a dit qu'il y a même un nouveau business qui est autour du beach où tu venais, tu achetais des congélateurs, des frigos, des machins, à vil prix, des véhicules et autre chose. Et ça, c'est condamnable. Et en tant qu'artiste et de la société civile, j'ai beaucoup interpellé le nôtre. Je veux dire, les autres artistes, parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a plus de 400 000 ou 300 000 Congolais d'ici, et je trouve ça malheureux même d'utiliser ces mots, des Quinois qui habitent là-bas, qui sont en ordre, et il faut préserver leurs intérêts. Voilà, on va parler rapidement d'élections en Afrique. Nous savons qu'en Afrique, quand on entre en pouvoir, il est difficile de ressortir, sinon d'en mourir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le point sur les élections en Afrique ont été abordés au cours de cette session? D'une certaine manière, mais n'oublions pas, on a des exemples, hein, les Jerry Rawlings au Ghana et autres sont rentrés. Les exceptions existent toujours, juste pour confirmer la règle. Oui, donc en fait, ça existait. Il y a plusieurs présidents quand même qui sont partis aussi. Oui, on a parlé de ça. Et je suis même allé dans quelque chose d'un peu plus banal. J'ai dit, mais en ce qui concerne l'Union africaine, à chaque fois que le président soit en débat, où je vais dire maintenant comme c'est institué, comme tu as dit dans le copier-coller qu'on a encore pris en Occident, où le président doit, je vais dire le prétendant au poste
à la magistrature suprême doivent à un moment débattre ou tout simplement être en face des journalistes pour débattre. Il n'y a aucune question émanant de n'importe quel journaliste africain, moi des élections que j'ai suivies, qui ont parlé de l'Union africaine. Quels sont les engagements que les futurs présidents prennent en disant que moi, si je suis élu président concernant l'Union africaine, voici mes axes, voici ce que je vais faire. Donc à un moment donné, ils ne sont pas élus sur cette base-là. Il n'y a aucune question qui vient, que ce soit des journalistes ou même d'eux-mêmes dans leur état-major politique en disant, voilà, dans mon projet de société, j'ai un volet Union africaine. Peut-être que là, les gens me suivent. Nous, comme on a des échéances en 2016, peut-être qu'on va voir cette mentalité, ou je vais dire, on va voir éclore cette mentalité de pouvoir aussi s'engager sur l'Union africaine. Parce que tant qu'il n'y a pas d'engagement, ils vont faire un peu comme les autres ont fait. Ils vont aller là-bas, chacun va ramener sa presse, ils vont prendre des photos, ils vont faire des grands discours et en réalité, n'a aucun impact sur notre vie. Donc, on a abordé cela à notre manière, tout en étant culturel et à un moment donné, on veut même l'institution en culture. Qu'est-ce qui fait que quand les gens viennent au pouvoir, ils ne veulent pas quitter? On en a parlé, mais en réalité, tout ce qu'on a dit, comme on l'a dit, c'était des propositions, même tout ce que moi j'ai pu énumérer, j'ai énuméré un certain nombre ici, tout ça va rentrer, après la commission va se réunir, après les politiciens vont venir, vont examiner ce qu'on a dit avant de commencer à adopter un certain nombre. On a jusqu'en 2063 pour mettre en œuvre ces rêves-là que nous avons de l'Afrique, et on ne lâche pas. Donc là, on s'est constitué en comité, on continue à travailler sur Internet par rapport à ces questions-là, et chaque année, je crois que ça va être institué, que les gens aillent à Addis Abeba pour pouvoir en discuter et avancer les choses. Voilà. Monsieur Dende Issa Kanu, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que j'ai reçu pour vous Dende Issa Kanu Alex, bien connu sous l'appellation de Lexus Legal. C'est un artiste musicien d'obédience hip-hop, faisant du rap. Avec lui, nous avons parlé. Il est également panafricaniste, il faut le souligner, parce que c'est sur ce base de cela que nous l'avons reçu sur ce plateau. C'était pour parler du cinquantenaire de l'UA, ex-OUA, qui a célébré cela le 25 mai dernier. Il a fait partie des personnes qui ont participé à la conférence d'évaluation de l'Afrique et des projections sur les 50 autres années à quoi ressemblera l'Afrique. Nous avons abordé plusieurs sujets en rapport avec l'Afrique. Vous nous suivez sur câble, tous les Africains sont concernés pour cela. Alors vous pouvez également revoir cette émission si vous nous avez pris en cours demain à 7h15 mais également le jeudi à 23h heure de Kinshasa. La prochaine émission, ça sera le mardi prochain à 20h30 avec un nouvel invité. Merci d'avoir été de nôtres. La saga continue avec le nouveau Samsung Galaxy S5. Profitez du smartphone dernier cri adapté au meilleur réseau Internet en RDC. Au design chic et glamour, ce smartphone est résistant à l'eau et à la poussière. Capturez vos moments les plus importants grâce à son autofocus rapide qui vous permettra de ne rien manquer de l'action. Avec sa technologie Download Booster, vous pouvez activer simultanément la LTE et le Wi-Fi et expérimenter un débit sans précédent. Le Samsung Galaxy S5 est le premier smartphone équipé d'un capteur de fréquence cardiaque, un parfait assistant bien-être.